Dans la série des émissions dramatiques de science-fiction, veuillez écouter Le Pêcheur de Clifford D. Simak, adaptation radiophonique de Catherine Bourdet, avec dans les principaux rôles Jean-Pierre Aumont, Evelyne Dandry, Roland Ménard, Jean-Marie Fertet, Harry Krimer, Olivier Husneau, Agathe Nathanson. Réalisation Henri Soubéran. À perte de vue, je ne vois que des dunes de sable. Aucune vie. Rien. Du sable et du vent. Voici bientôt 30 heures que mes senseurs enregistrent toujours la même chose. Un organisme humain ne survivrait pas une seconde dans une atmosphère pareille. Encore quelques minutes et je rentre sur Terre. Que se passe-t-il? Mes senseurs n'enregistrent plus aucune trace de vent. Je me trouve dans une sorte de maison. Pourtant je ne vois ni mur ni toit. Les étoiles brillent au-dessus de moi. Un soleil lointain et pâle est toujours présent. J'avance sur un parquet dur, lisse, d'un bleu vif. Des formes bleues, éparpillées çà et là, font penser à des meubles ou des ornements. L'impression de maison persiste. Mes senseurs perçoivent autre chose. La vie. Oui. La vie. Je sens la vie. J'aperçois une chose mollement étalée sur le sol. Elle est rose. D'un très joli rose. Elle me regarde. Ce ne sont pas des yeux, mais elle me regarde. Elle ne manifeste aucune crainte. Sa masse est imposante. Peut-être 3,50 m de hauteur au centre sur 6 mètres de diamètre. Elle ne bouge toujours pas. Pourtant, mes senseurs enregistrent une sorte de frémissement. Oui. Le frémissement d'une pensée à demi formée. Il laisse prévoir qu'elle va communiquer. De nouveau ce frémissement. Il ne me reste plus que 30 secondes. Cette créature est-elle douée de pouvoirs télépathiques? Eh vieux, j'échange mon esprit contre le vôtre. C'est incroyable. Je vois ce qu'elle voit. Je sens ce qu'elle sent. Je sais ce qu'elle sait. Je suis à la fois elle et moi. Moi, Shep Blaine. Le voyage a été dur, monsieur Blaine? Tous les voyages sont durs, surtout le retour. Quand le temps qui nous est imparti touche à sa fin, on a l'impression de plonger dans un gouffre à une vitesse fantastique. Voulez-vous que je vous aide à sortir de la machine? Non, ça ira.
Le corps est intact, puisque lui ne voyage pas. Oh, j'ai froid. Voici votre veston, monsieur. Merci. Et votre verre de lait. À votre avis, mademoiselle, quelle est l'utilité de ce verre de lait? Oh, je ne sais pas, monsieur. Le règlement de l'hameçon veut que l'on remette un verre de lait à chaque explorateur de l'espace. Sans doute contient-il quelque chose. Tandis qu'il absorbait son verre de lait, Blaine contemplait la grande salle d'opération avec ses rangées de machines stellaires luisantes, de la taille d'un cercueil, les unes ouvertes, les autres fermées. Dans celles qui étaient fermées, d'autres comme lui étaient étendues, dont l'esprit voyageait au loin dans l'espace si leur corps demeurait présent. Quelle heure est-il? 21h. L'enregistreur est revenu sans encombre? Pas à l'ombre d'une difficulté. Nous avons fait chercher les enregistrements. Dans une demi-heure, les enregistrements seront dépouillés. Dans une demi-heure, l'hameçon saura ce qui m'est arrivé. On se saisira de moi. On me fera examiner par un scrutateur pour déterminer dans quelle mesure mon esprit se trouve aliéné. Et alors, que m'arrivera-t-il? Qu'est-il arrivé à Godfrey Stone il y a 3 ans, et aux 5 autres, depuis son poignant coup de téléphone cette nuit-là? Allô? Chef. Oui? Chef, écoute-moi sans m'interrompre. Si jamais il t'arrive d'être contaminé par un esprit étranger, sauve-toi. Ne perds pas une minute. Sauve-toi. Oui, Godfrey. Oui, je me souviendrai, merci. Et bonne chance. Monsieur, vous n'avez pas terminé votre lait. Oui. C'est vrai. Tenez. Merci. Bonsoir. Un instant, vous avez oublié de signer votre sortie. Vous devez me trouver distrait. Oh, excusez-moi, monsieur Blaine, mais vous avez omis de noter à quel moment vous reviendrez pour l'évaluation. Disons, demain matin à 9h. Tiens, Shep, c'est vous? Je vous ai entendu dans le couloir. Tu viens de rentrer. Pourquoi n'entrez-vous pas une minute dans mon bureau? Je me prépare justement à déboucher une bouteille. Écoutez, Anne, je veux bien, mais juste le temps d'avaler une gorgée. J'ai rendez-vous avec une fille. Je comprends que vous préfériez la fille à la triste compagnie du chef de la sécurité de l'hameçon. Le voyage a été bon? Pas le moindre ennui. À quelle distance? 5000 années-lumière environ. Dans 100 ans d'ici, nous explorons la limite des 10 000. Ça ne changera rien à l'affaire une fois parti. La distance n'intervient plus. À vrai dire, l'expédition s'est révélée plus intéressante que de coutume. Il me semble avoir découvert une certaine forme de vie. Asseyez-vous donc. Vous n'êtes pas pressé à ce point. Et racontez-moi cela. Tenez. Buvez. Merci. Je ne pourrais guère vous donner de détails. Je l'ai découverte à la fin du temps qui m'était imparti. Je n'ai pas eu le loisir de me livrer à la moindre investigation. C'est un inconvénient auquel vous devriez remédier, Kirby. Je crains que cela ne soit exclu. Vous devriez nous accorder une certaine latitude. Les 30 heures prévues sont le plus souvent trop longues, mais cette fois-ci, c'était trop court. Vous m'avez ramené sur Terre au moment précis où je m'apprêtais à faire une découverte positive. Nous tenons à garder la haute main sur l'opération. Auriez-vous peur de voir quelqu'un demeurer sur place? Je ne dis pas non. Vous attachez trop de prix à nos modestes personnes. Savez-vous combien il nous faut examiner de candidats pourvus de capacités mentales paranormales avant d'en trouver un qui nous convienne? Un sujet qui soit à la fois doué de facultés télépathiques et de dispositions toutes spéciales à la téléportation. Un homme suffisamment équilibré pour supporter le choc des découvertes éventuelles qu'il peut être amené à faire dans l'espace.
Enfin, un individu susceptible de loyauté à l'égard de l'hameçon. Cette loyauté, vous la payez assez cher. Nos émoluments... Ce n'est pas de cela que je veux parler, vous le savez aussi bien que moi. Je ne le vois toujours pas ce qui vous empêche de nous accorder la faculté d'agir quelque peu sur le temps. Et moi, je ne vois pas pourquoi vous vous faites tant de soucis. Vous y retournerez à votre précieuse planète. Et vous pourrez reprendre vos opérations à l'instant précis où vous les avez abandonnées. Bien sûr que j'y retournerai, c'est moi qui l'ai découverte. Ça me donne sur elle un certain droit de propriété, non? Absolument. Il est temps que je parte. Merci pour le verre. Je vous en prie. Vous revenez demain. À 9h. Blaine franchit la massive porte d'entrée ornementée qui donnait sur la place. En d'autres circonstances, il s'y serait arrêté un moment pour jouir de la meilleure période de la journée. Mais il ne lui restait plus que 8 minutes. 8 malheureuses minutes avant que l'hameçon n'apprenne la vérité. Il sentait la terreur monter en lui en marchant. Une terreur semblable à une écume bouillonnant dans son crâne. Mais cette terreur n'était pas née de lui. Elle n'avait rien d'humain. Elle était abyssale et noire. Une terreur hurlante et griffante qui avait son origine dans un esprit qui ne pouvait échapper désormais aux horreurs d'une planète étrangère, qui ne pouvait plus affronter une situation effroyable qu'un dépaysement total rendait insupportable. Blaine luttait contre cette terreur, sachant grâce à la partie intacte de son intelligence que ce n'était pas lui-même qui éprouvait cette terreur, mais l'intrus tapi dans son cerveau. Ne craignez rien. Restez où vous êtes, n'essayez pas d'échapper, je me charge de tout. Nous nous en sortirons si vous m'écoutez. Et nous n'avons aucune chance si votre épouvante m'envahit tout entier et me force à m'enfuir en hurlant d'horreur. Lentement, la terreur commença de refluer vers quelques replis internes de son crâne. L'entité s'était retirée dans son coin et s'y cachait de nouveau, pitoyablement. Une voiture murmurant sur ses coussins d'air se rangea le long du trottoir devant Blaine, et une tête sortit de la portière. Oh, chef! Quelle chance j'espérais vous trouver! Freddy Bates. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu. Vous venez, je vous emmène à une réception. Pourquoi pas, j'ai très faim. Eh ben alors montez. Chez qui a lieu cette réception? Chez Charline. Une réception n'est jamais complète sans un invité de l'hameçon. Et j'ai juré à Charline de ne revenir qu'accompagné d'un membre éminent de l'hameçon. La chance ne vous a pas favorisé, je ne suis pas éminent. Oh, oui, mais vous, les voyageurs, vous avez des histoires horribles à raconter. Vous savez que nous ne les racontons jamais. Ah oui, secret d'État. Erreur, question de règles, tout simplement. Mais bien entendu. Ce qui n'empêche pas les rumeurs de se répandre comme une traînée de poudre dans cette ville. Elles sont généralement fausses. En partie seulement. Blaine s'enfonça dans son siège et tourna la tête vers la portière, regardant passer les bâtiments massifs de l'hameçon. Tout ce puissant complexe, cette forteresse installée au cœur du Mexique, qui ne dormait jamais. Ses laboratoires, ses stations expérimentales, ses usines, ses universités, tous ses conseils de planification, ses vastes bibliothèques et ses archives. Et qu'allez-vous faire de tout ça? Faire de quoi? Des connaissances, des secrets, des concepts que vous accumulez. Ce n'est pas moi qui pourrais vous le dire. Avec vos régiments de savants, vos corps de technologues, vous avez pris sur nous une avance qui se chiffre au moins 1 million d'années. Vous vous adressez à la mauvaise porte. Je suis ignorant comme la carpe qui vient de naître. Je me contente de faire mon travail, c'est tout. Excusez-moi, mais c'est chez moi une véritable obsession. Voir devant soi cette monstruosité énorme, cette entreprise colossale, et ne pas y participer, ça donne l'impression d'être mis à l'écart comme un être de classe inférieure. Comment s'étonner ensuite que le monde haïsse l'audace de l'hameçon? Vous le aidons vraiment? Ah, ça je crois. Peut-être pas ici. Tout ce qu'on dit en ville est en grande partie une question de mode. Mais aller dans les provinces, l'hameçon y est vraiment un objet de haine. Ah, eh bien,
Nous voici arrivés. Je me demande qui y aura à la réception de Charline. Oh, on peut se trouver nez à nez avec pratiquement n'importe qui. Charline est un peu fofolle, vous savez. Je le sais. Ouais, l'hameçon est en train de nous dévorer. Il s'efforce de détruire un excellent système de conventions sociales péniblement édifié au cours des siècles par des hommes dévoués au service public. Il renverse la structure commerciale. Il a été construite avec tant de soin. Il nous ruine. Et lentement, mais inexorablement. Pas tous à la fois, mais les uns après les autres. Prenez, par exemple, cette prétendue plante à viande. Vous plantez des semences dans votre jardin, et un peu plus tard, vous récoltez quoi? Des protéines. Ce qui fait que pour la première fois de leur vie, cher Herman, des millions de gens mangent de la viande qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter auparavant. Mais les fermiers, Charline, les manutentionnaires du marché de la viande, les emballeurs... Vous trouvez sans doute qu'il eût été plus juste de vendre les graines exclusivement aux fermiers et aux supermarchés, ou de les céder au prix $1 la pièce au lieu de 10 cents le paquet, afin de maintenir la viande naturelle compétitive et de préserver la santé de l'économie. Bien entendu, c'est dizaines de millions de gens. Mais vous ne comprenez rien! Les affaires sont le véritable sang de notre société. En les détruisant, vous détruisez l'homme lui-même. J'en doute énormément. Chef, comme c'est gentil à vous d'être venu. Vous avez été bonne de m'inviter. Alors, vous ai-je réellement invité? Non, soyons honnêtes, c'est Freddy qui m'a entraîné. J'espère que vous ne m'en voulez pas, Charline. Bien sûr que non. Chef est toujours le bienvenu. D'ailleurs, il le sait bien. Ah, je n'ai pas fait les présentations. Herman Dalton, Shepard Blaine, qui travaille précisément à l'hameçon. Enchanté. À tout à l'heure, messieurs. Vous devez avoir des tas de choses à vous dire. Freddy, oui, venez avec moi. Il faut que je vous présente. À tout à l'heure, Charline. Monsieur Dalton, pardonnez-moi d'être intervenu aussi brutalement dans votre conversation avec Charline, mais vous critiquiez l'hameçon avec tant de passion. En effet, oui. Je disais que le moment viendra où, si l'on ne prend pas des mesures contre l'hameçon, les affaires cesseront d'exister, et avec elles le monde que nous connaissons aujourd'hui, basé sur les échanges commerciaux. Je sais, je vous ai entendu. Mais vous est-il jamais venu à l'idée que le commerce, tel que vous le concevez, n'est plus adapté aux besoins actuels? Est-ce là l'opinion officielle de l'hameçon? Non, c'est la mienne. Je n'ai pas la moindre idée de ce que pense l'hameçon. Je ne suis pas dans le département politique. Vous n'êtes pas dans le département politique? Seriez-vous un voyageur, par hasard? Oui. Ce qui signifie que vous partez dans l'espace pour visiter d'autres constellations. C'est à peu près ça. Je prends place dans un appareil, ou plutôt un dispositif symbolique, qui m'aide à libérer mon esprit et grâce auquel je peux le téléporter à travers maintes années-lumière. Et vous partez seul? Pas tout à fait. Je téléporte, ou si vous préférez, j'emporte un enregistreur. Un enregistreur? Oui, une sorte de machine ambulante équipée de toutes sortes d'instruments hautement miniaturisés qui permettent d'absorber les images, sons, formes, odeurs, températures, champs magnétiques et autres phénomènes, de recueillir toutes ces informations sur bande magnétique et de les analyser. L'esprit n'est là que pour l'interprétation. Et cette machine vous accompagne? Oui, je l'emporte comme vous emporteriez une valise ou une serviette. Et votre esprit erre à l'aventure? Non. Il le pourrait, bien entendu, mais il n'en fait rien. Habituellement, nous nous introduisons dans la machine que nous avons emportée. Ouais. C'est donc vous qui allez en quelque sorte pêcher dans l'espace, sur d'autres planètes, tous ces produits, comme la plante à viande, qui élimine ou rendent caduques les nôtres. Oui. La chose nous laisserait indifférents si seulement l'hameçon consentait à les commercialiser, par le canal habituel de la vente au détail. Mais il s'en garde bien. Il a installé ses propres circuits avec ses propres points de vente, qu'il appelle des comptoirs d'échange, comme s'il avait affaire à une bande de sauvages. Il faut croire que dans le passé, un membre de l'hameçon a eu quelque sens de l'humour. Chef, je voudrais vous présenter à quelqu'un. Vous voudrez bien m'excuser, Herman? Certainement. Cet homme est un épouvantable raseur. Qui est-il en réalité? Le chef d'une délégation commerciale venu ici pour exposer ses doléances à l'hameçon. C'est ce qu'il m'a laissé entendre. Il est furieux. Oh, mais vous n'avez encore rien bu. Si. Avez-vous mangé? Pas encore. Eh bien, allez-y. Maintenant que je vous ai sauvé des griffes d'Herman Dalton, il faut que j'aille saluer l'un de mes invités. Voulez-vous rester après la réception? Il y a des semaines que je ne vous ai vu. Non, je ne regrette plus que je ne saurais le dire. Eh bien, ce sera pour une autre fois. À bientôt. Dans le crâne de Blaine, l'entité étrangère s'agita, et ce mouvement avait le sens d'un point d'interrogation implicite. Patientez encore. Il faut qu'avant les premières lueurs de l'aube, nous soyons à des kilomètres d'ici, ou dans une cachette sûre. Alors, nous pourrons discuter ensemble.
Blaine ressentit la gratitude de l'entité. Le frétillement de queue mentale exprimant la reconnaissance qu'elle éprouvait d'être reconnue. Nous nous entendrons. Nous devons nous entendre. Nous sommes prisonniers l'un de l'autre. L'entité se leva de nouveau dans son coin, lui laissant l'initiative. Blaine se dirigea lentement vers la sortie. Tandis qu'il traversait le hall... Shep! Harriet Quimby. Shep, je suis ici pour vous aider. L'hameçon est à votre recherche. Dans quelques minutes, ils seront ici, s'ils n'y sont déjà. Comment le savez-vous? Vous oubliez que je suis journaliste. Vous voici exactement dans la même situation que Stone. Stone? Que savez-vous de Stone? Ne vous occupez pas de cela pour le moment. Ma voiture est en bas de la route. Je vais l'amener derrière la maison. Rejoignez-moi par la porte de service. Qu'est-ce qui vous fait agir ainsi? Quel profit en tirez-vous? Je vous aime. Mensonge. Je prépare un reportage sur l'hameçon pour le compte de l'un des plus grands quotidiens de l'Amérique du Nord, dont vous serez l'un des héros. Dans ce cas, à tout de suite. À votre place, chef, je n'essaierai pas de filer. L'hameçon cerne la maison, vous n'avez pas la moindre chance de vous en tirer. Freddy Bates. Au diable si je m'attendais à vous trouver dans la peau d'un agent de l'hameçon. Vous m'avez bien joué. Nous allons partir ensemble, comme de vieux amis que nous sommes. Ensuite, je vous ramènerai au bureau du chef de la sécurité de l'hameçon qui veut vous parler. Mais... Pas d'histoire, pas de bagarre, hein, nous sommes entre gens du monde. Bien entendu. Blaine sentit l'entité s'agiter en lui, comme si elle se préparait à sortir de son coin. Non, non. Restez tranquille. Il était déjà trop tard. L'entité rose était sortie de son antre, avait envahi le cerveau de son hôte, et s'il était toujours lui-même, il était en même temps un autre, ce qui était proprement confondant. Blaine fit 2 pas en avant. Freddy ne bougea pas. Le poing explosa sur sa mâchoire. Freddy tomba. Désolé, mon vieux. C'est un tour de passe-passe de l'entité rose. Elle m'a en quelque sorte accéléré, sinon j'étais fichu. Vous n'avez pas mis longtemps. Allez, montez vite. J'espère que vous savez où vous allez. Nous allons passer aux États-Unis. L'hameçon est mal vu là-bas. Vous avez eu des ennuis? J'ai rencontré Freddy. Vous voulez dire Freddy Bates? Je n'en connais pas d'autre. Le petit freluquet? Votre petit freluquet avait un revolver dans la poche. Pas possible. Harriet, ce petit jeu peut mal tourner. Pourquoi ne laissez-vous pas tomber? Un bon journaliste prend des risques à chaque fois que c'est nécessaire. Vous avez pris les mêmes risques pour Stone? Non. Je ne connais Stone que pour en avoir entendu parler. Ah. Vous comptez franchir la frontière du Mexique avant le jour? Oui. Il nous reste encore 80 kilomètres à parcourir. Je connais de l'autre côté de la frontière une petite ville où nous pourrons nous arrêter pour prendre notre petit déjeuner. Ah, je me sens nettement mieux. J'avais faim. Toutes ces émotions... Oh, vous avez vu? Quoi? Ces gens qui se sont agglutinés autour de ma voiture pendant que nous mangions. Allez, voilà, ce sont eux. Sales télépathes, sales pécas. Sorciers, vampires. Il faut les brûler, les mettre à mort. C'est étrange. Ces gens me semblent passablement agressifs. Je vous avais prévenu que la population était hostile. Ah, vous avez dit qu'elle était hostile à l'hameçon? Oui, à l'hameçon, mais aussi à tous les paranormaux extérieurs à l'hameçon. La parakinésie est ici synonyme de magie, de sorcellerie, et comme telle persécutée parce qu'elle fait peur. Et comment nous ont-ils reconnus? Il doit y avoir des télépathes parmi eux. Écoutez-moi bien, Shep. Si nous nous trouvons tout à coup séparés, rendez-vous dans le Dakota du Sud, à Pierre, sur les bords du Missouri. Demandez-moi au restaurant qui se trouve au sommet de la colline. Compris. Comptez sur moi. C'en est un, j'en suis sûr. C'en est un. Oui, c'en est un, oui. Oui. Ne bougez surtout pas, Harriet. Ces gens sont prêts à se jeter sur nous au moindre geste de notre part.
Mais shérif, nous sommes sauvés. Jean-Shérif. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Ce sont des parakinésistes. Des PK? Qui a dit ça? C'est Sarah qui l'a dit. Alors, Sarah? Tom a raison. Cet homme est un parakinésiste. Et la femme? Elle l'accompagne, non? Oh, j'ai honte de vous. Je ne sais pas ce qui me retient de vous enfermer tous. Mais ce sont des PK. Vous savez bien qu'on ne permet pas aux parakinésistes de séjourner ici. Je vais vous dire une bonne chose. Vous allez tous retourner à vos occupations. Je vais me charger de cette affaire. Vous allez les boucler tous les deux? Je ne sais pas. La femme n'est pas une PK. Je pense qu'il suffirait de l'expulser de la ville. C'est votre voiture, mademoiselle? Oui, Bon, alors montez dans votre voiture et filez. mais je n'ai pas l'intention de... Il vaut mieux obéir, Harriet. Je ne veux pas vous quitter. Si, il le faut. Allez-y. Nous nous reverrons, Blaine. Allons, décampez, ma petite. Et maintenant, circulez, vous autres. Je vais mettre ce particulier sous les verrous. Suivez-moi, monsieur. Vous auriez dû vous méfier. Cette ville est infernale pour les PK. Qu'allez-vous faire de moi? Oh, pas grand-chose. Je vous retiendrai le temps que les gens se calment. Pour votre propre sécurité. Et dès qu'il n'y aura plus de danger, je vous ferai quitter la ville. Et si je refuse d'être bouclé? Avez-vous jamais vu une populace déchaînée? Non. Mais c'est pas un beau spectacle. Et cette Sarah, c'est bien une PK, elle aussi. Je vais vous dire, mon ami, sa famille est dans la région depuis plus de 100 ans. C'est pourquoi la ville la tolère tout juste. Et puis elle est commode comme détectrice. Il n'y a pas grand-chose qui échappe à Sarah. Ce n'est pas la besogne qui lui manque, puisqu'elle surveille tous les étrangers qui pénètrent dans la ville. Vous capturez beaucoup de PK de cette façon? Bon, c'est selon, de temps en temps. Une moyenne honorable, si j'ose dire. Et voilà, nous sommes arrivés. Entrez donc. La cellule, c'est tout droit, au fond. Et vous l'aurez pour vous tout seul, j'ai expédié le dernier prisonnier hier soir. Si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez, je m'arrangerai pour vous le procurer. Ah, j'oubliais, vos papiers, votre argent, enfin... Voilà tout ce que j'ai. Ma vieille, il se pourrait bien que j'ai de nouveau besoin de ton concours. Si tu as encore quelques tours dans ton sac, c'est le moment d'y penser. Tout à l'heure, devant ces gens menaçants, j'étais surpris à glisser un œil par un coin de mon cerveau. Et puis tu m'as laissé tomber. Tu ne veux pas me répondre. À ton aise. Mais nous périrons tous les deux. À ta place, je ferai quelque chose. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous apparteniez à l'absent? Je ne vois pas quelle importance ça peut avoir. Grand Dieu, si les gens de cette ville savaient que vous appartenez à l'hameçon, ils vous pendraient haut et court. Ils peuvent à la rigueur laisser un PK leur glisser entre les doigts, mais jamais un homme de l'hameçon. Je suppose que vous avez averti l'hameçon. Je leur ai dit de venir vous chercher. Et que ferez-vous si vos gens décident de me pendre haut et court avant que l'hameçon ne m'ait récupéré? Je viens justement d'observer vos amis par la fenêtre de ma cellule. Ne craignez rien, ils n'ont même pas assez de cran pour traverser la chaussée. S'ils s'en avisaient, je sortirai et j'irai leur parler. Vous feriez mieux de sortir dès maintenant. Ils ont déjà traversé la rue. C'est bon, j'y vais. Bonjour. Ah, te voilà enfin. Oui, j'en ai assez de me cacher. Je te connais maintenant. J'ai exploré tous les coins et recoins de ton être. Et par ton intermédiaire, je connais le genre de monde qui est le tien. Et à présent, le mien. Alors, c'est fini la panique? Oui. Plus de galopades éperdues, plus de tentatives pour m'échapper. Je suis désolé, Blaine. Il m'est impossible de tirer sur ces gens.
Ce sont mes amis, et j'ai été élevé avec la plupart d'entre eux. Bien sûr, vous ne pouvez pas tirer, fief et poltron que vous êtes. Donnez-moi les clés, shérif, et sortons-le de là. Je ne peux rien faire, Blaine. Comprenez-moi. Vous pouvez toujours sortir et vous tirer une balle dans la tête. Allez, avance, Salpeka. Les autres t'attendent dehors pour te pendre avant la nuit. La corde était neuve et rêche, et produisait sur la peau l'effet d'un fer rouge. Et l'engourdissement qui s'était abattu sur le corps de Blaine ruissela de son organisme comme de l'eau soudain libérée, le laissant froid et vide devant l'éternité. À ce vide, à ce froid intérieur, vint s'ajouter une vague plus froide encore, celle d'une terreur bouleversante, une terreur qui l'étreignait dans son poing de glace, laissant ses entrailles pétrifiées. Son sang, lui semblait-il, avait cessé de courir dans ses veines. Il n'avait plus de corps. Une fraction de seconde, non pas d'obscurité, mais de néant total. Et il se trouva seul. Et de ce froid qui l'obnubilait, il ne restait plus de traces. Il était debout, au milieu de la petite place, devant la maison d'arrêt. Mais il n'y avait pas âme qui vive. Il était seul dans une ville déserte. La pelouse, ou ce qui avait été la pelouse, s'étendait nue jusqu'à l'asphalte de la rue. Point d'herbe sur la pelouse, seulement de la terre et du gravier. Plus d'arbres. Blaine pivota lentement pour regarder dans toutes les directions. Nulle part la moindre trace humaine. Ni oiseau, ni chant d'oiseau. Pas un chat. Pas un bourdonnement d'insectes. Et peut-être, se dit Blaine, pas même une bactérie ou un microbe. Je crois qu'il faut encore que je te remercie. Sais-tu bien que j'ai accompli, grâce à tes bons offices, un prodige impensable pour un être humain. Je me suis déplacé dans le temps. J'ai remonté le passé. Pas de beaucoup, sans doute. Une demi-heure tout au plus, car le crépuscule est moins dense que tout à l'heure. Mais où est passée la vie? La terre est nue. Je marche dans le cimetière du passé. Cela veut-il dire que la vie est ailleurs, qu'elle est plus tard? Et l'homme qui nourrissait l'espoir de visiter un jour un passé vivant, dit vivre parmi des gens vivants. Le passé est mort. Il ne contient que des cadavres. Mais moi, je suis vivant. Serais-je le seul être vivant qui existe en ce moment sur cette terre? Mais alors,
Je suis pris au piège. J'ai trouvé dans un moment de panique le moyen de me réfugier dans le passé, mais comment en sortir? Comment revenir au présent? Il regarda autour de lui, la froideur antiseptique de la terre maintenant baignée de lune. Un frisson courut dans ses entrailles. Il tenta de le dominer car il y reconnaissait le signe avant-coureur d'une terreur irraisonnée. Mais le frisson ne cessait de croître en ampleur. Et tout à coup, il sut. Il y eut alors le bruissement du vent dans les feuillages, dans un endroit précédemment dépourvu d'arbres. Des insectes stridulaient quelque part dans l'herbe et les buissons, et de petites lueurs se déplaçaient dans la nuit qui était des lucioles. Il était revenu dans le présent par ses propres moyens. Pendant un fugitif instant, il avait saisi la méthode. Mais elle lui avait de nouveau échappé. Il entendit derrière lui le ronflement d'un moteur. C'était un camion de type ancien, moteur à essence, roue. Blaine lui fit signe de s'arrêter. Où allez-vous? Dans le Dakota. Vous pouvez me prendre? Si vous savez conduire ce genre de camion... Et comment? Alors montez. On ne voit plus guère ce genre de véhicule aujourd'hui. Sauf peut-être dans les cimetières de voitures. Lui aussi tombe en ruine. Il m'a causé des ennuis tout le long de la route. Mon horaire est foutu par terre. J'ai essayé de rouler de nuit tout seul, mais je recommencerai pas. C'est trop risqué. On peut pas à la fois conduire et manier une arme. Vous avez vu quelque chose? Sans les signes que j'ai peints sur le camion pour conjurer les mauvais esprits du monde, je crois bien que je serais pas là. Et puis, je vais vous dire une chose. Ils ont qu'à bien se tenir. J'ai une pleine poche de cartouches à balles d'argent pour armer mon fusil. Ça coûte cher, non? Ah oui, mais il faut être prêt. Vous avez sans doute raison. Ça va de mal en pis chaque année que le bon Dieu fait. Heureusement, il y a ce prédicateur dans le Nord. Je me suis laissé dire que ce ne sont pas les prédicateurs qui manquent. Oh, on ne les compte plus. C'est vrai. Mais ils savent que discourir. Celui dont je vous parle, il est prêt à passer à l'action. Ouais. Tiens, en fait, comment vous vous appelez? Blaine. Vous pouvez m'appeler Shep. Shep. Et moi, c'est Buck. Buck Riley. Eh ben, Shep, je peux vous dire que je me serais jamais lancé dans une telle entreprise si elle n'avait pas été d'un bon rapport. Vous avez donc pas peur, vous? Non. Oh. Vous croyez pas à ces choses? Non, à mon avis, ce sont des contes de bonnes femmes, des superstitions populaires. Ah non, c'est pas vrai. Moi, j'ai connu trop de gens. J'ai entendu raconter trop d'histoires dont je sais pertinemment qu'elles sont vraies. Il y avait ce vieillard lorsque j'étais enfant dans l'Indiana. On l'a trouvé empêtré dans une haie, la gorge tranchée. Et il y avait des empreintes de pas autour du cadavre et une odeur de soufre. Et je peux vous donner des tas d'autres exemples de leurs crimes. Nuit après nuit, Buck se tenait sur le siège de droite, frissonnant de terreur comme un lièvre traqué, étreignant convulsivement son arme chargée de cartouches à balles d'argent. Si tout marche bien cette nuit, nous atteindrons le fleuve dans la matinée. Le Missouri? Ah oui, le Missouri. À moins que nous tombions en panne. Ce fut cette nuit-là qu'ils les rencontrèrent. Ce fut d'abord une ombre qui traversa les pinceaux des phares balayant la route. Puis ils les virent voler au clair de lune,
Oui, voler n'est pas le mot juste, car il n'avait pas d'aile. Ils se déplaçaient dans l'air, plutôt à la manière des poissons dans l'eau. Et leurs évolutions avaient la grâce des êtres que la pesanteur ne rive pas au sol. C'étaient des hommes volants, des lévitateurs. Non pas un, non pas deux, mais des douzaines. Blaine vit Riley passer le canon de son fusil par la portière, et il appuya sur la pédale du frein. Imbécile! Reprenez-vous d'esprit! Ce ne sont que des lévitateurs! Lâchez-moi! Lâchez ce fusil! Ce sont des sorcières! Elles vont nous tuer! Elles arrivent, je les vois! Elles arrivent! Donnez-moi ce fusil! Mon fusil! Mon fusil! Mon fusil! Mon fusil! Qui êtes-vous? Shepard Blaine, de l'Hameçon. Où allez-vous? Dans le Dakota du Sud. À bord de ce camion? Et en compagnie de cet homme. Je veux qu'on le laisse tranquille. Il a tiré sur nous. Il a blessé Marie. Oh, ce n'est pas grave. Une égratignure à peine. C'est un homme effrayé. Il emploie des balles d'argent. Des balles d'argent, vous entendez? Il nous prend pour des démons. Ou des loups-garous. Ou des fantômes. Amis, nous ne nous attendions pas à trouver ici un de nos pareils. Nous regrettons tous de vous avoir causé des ennuis. Oh, la nuit, nous ne trouvons pas souvent des gens sur la route. Ils sont trop effrayés et ils se barricadent dans leur maison. On n'a si peu l'occasion de s'amuser. Je sais, je sais. Oh, ça leur fait du bien. Ils l'ont mérité. Je suis de votre avis, mais c'est dangereux. Pas très. Ils ont tous trop peur. Mais cela n'arrange pas la situation. Rien ne peut arranger la situation. Nous sommes traqués comme des bêtes à travers tous les États-Unis. Mais l'hameçon, pourquoi ne fait-il rien pour nous? Je ne puis vous répondre. Je le regrette, mais je ne puis vous répondre. Pourquoi? Ennui? Danger? Non, pas pour le moment. Nous pourrions vous aider? C'est inutile. Nous pourrions vous emmener où vous voulez? Je ne suis pas lévitateur. Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons vous emporter à travers les airs. Oh, non, merci, je préfère ne pas tenter l'expérience. Il faut que nous partions. Êtes-vous certain de n'avoir rien à craindre? De mon compagnon? Oui. Il ne me fait pas peur. Je m'appelle Anita Andrews. J'habite Hamilton. Mon numéro de téléphone est le 276. Gravez-le. C'est fait. Si vous avez besoin d'aide... Je vous appelle, c'est promis. Et maintenant, disparaissez tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous faites partie de cette bande. Il y a des jours que je l'ai deviné. Vous êtes fou. Ne le niez pas. Vous avez peur de vous faire voir? Vous ne quittez pas le camion. C'est toujours moi qui vais chercher les provisions et le café. J'ai pas d'argent, vous le savez. Puis vous ne partagez pas nos croyances. Hein. Les croyances de tout un peuple. Parce que je ne suis pas fanatisé par vos prédicateurs? Mais réfléchissez une minute. Si j'étais parakinésiste, croyez-vous que je serais demeuré si longtemps dans ce tas de ferraille? Mais vous leur avez parlé? Allons, trêve de stupidité, il est temps de partir. Et mon fusil, vous avez jeté mon fusil! Au diable le fusil, au diable vos balles d'argent. Tenez, pour vous prouver que je ne suis pas ce que vous dites, j'irai demain matin chercher les provisions et le café. Ah. Si, toutefois, vous n'avez pas peur de me confier l'argent. Le lendemain matin, lorsque Blaine sortit du snack-bar avec un sac de sandwich et son bidon rempli de café, le camion et Riley avaient disparu. Il en était réduit à ses propres moyens. Il se hâta de sortir de la ville et, une fois dans la campagne, chercha un endroit pour se cacher pendant la journée. Il le trouva sous un bouquet de saules, à proximité d'un petit ruisseau coulant au fond d'un ravin. Là, bien à l'abri, il s'allongea et se mit à réfléchir à tout ce qui lui était arrivé.
il revit en pensée la pièce d'un bleu vif où tout avait commencé. Les étoiles inconnues brillaient au-dessus de la pièce qui n'avait pas de toit, et le sol d'un bleu éclatant glissait doucement sous les roues de sa machine. Autour de lui étaient disséminés de curieux objets manufacturés qui étaient peut-être des meubles ou bien des objets d'art, sans qu'il pût leur attribuer une fonction précise. Cette vision avait une netteté inexplicable, une clarté, une concision qui ne laissait dans l'ombre aucun détail. L'entité rose était devant lui, nonchalamment étendue. Te voilà donc revenu. Que voulez-vous dire? Revenu où? Mais sur ma planète, voyons. Sans machine stellaire? Sans le moindre équipement? Oui. Sans rien d'autre que ton esprit, tout nu. Et le double du mien, bien entendu. Vous en faites une belle paire d'amis. Oui, ça va. Sinon que nous avons failli mourir à 2 reprises. Mourir? Comme chantes-tu là, ça n'a pas de sens. La mort n'existe pas, c'est un affreux gaspillage. Mais, attends un peu. Oui, en effet, je crois me souvenir qu'il y a eu autrefois une planète. Il y a longtemps, longtemps de cela. Je puis vous assurer que sur ma planète, tout a une fin. Et que cette fin s'appelle la mort. La règle ne comporte aucune exception. Aucune? Ma foi, ça n'est pas une certitude absolue, peut-être. Tu vois, la règle n'est pas absolue, même sur ta planète. On y parle de choses immortelles. Tu veux dire normales? La mort a sa raison d'être. C'est un processus qui a permis le développement et la différenciation des espèces sur ma planète. Elle évite les impasses. C'est une gomme qui efface les erreurs et permet de repartir sur de nouvelles bases. C'est possible. Mais c'est un processus primitif. Il existe de meilleures solutions. Il arrive même un moment où toute amélioration devient inutile. N'êtes-vous pas vous-même un être amélioré? Comment cela? En étant partiellement moi et partiellement vous-même. Oh, mais en ce cas, je suis un être très amélioré. Tu ne peux pas imaginer la quantité d'esprit que j'ai recueilli, dont certains d'ailleurs valaient tout juste l'échange, et la masse d'informations que j'ai accumulées au cours de mes explorations dans cette galaxie et dans bien d'autres encore. Vous devez avoir une mémoire très encombrée. Tu ne saurais croire à quel point. Je me dis toujours que je devrais y mettre un peu d'ordre. Bon, et puis à quoi bon? Il me suffit d'être en sympathie avec l'univers. Mais toi, peut-être seras-tu capable d'utiliser un second esprit? Je ferai de mon mieux. Ça demande un certain temps. Tu deviendras un seul esprit, et non 2. Tu retrouveras l'unité. Tu pourras alors profiter de toutes mes connaissances, dans la mesure où tu les auras bien classées, bien ordonnées. Cela te plaît-il? Infiniment. Charmante visite, n'est-ce pas? Je voudrais vous poser une question. Oui? Je voudrais que nous parlions du temps. Je possède, enfin c'est-à-dire nous deux, nous possédons un certain pouvoir sur le temps. Ce pouvoir m'a sauvé la vie à 2 reprises. Tu le possèdes toujours. Il te suffira d'en découvrir le mécanisme dans ton esprit. Mais le temps... Le temps est la chose la plus simple qui soit. Je vais te dire... Alors, vous avez enfin repris connaissance. Comment vous sentez-vous? Pas trop mal. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis le docteur Wetmore. Vous êtes dans cet hôpital depuis 2 jours. Où m'avez-vous ramassé? Eh bien, ce sont des gamins qui vous ont découvert. Vous vous étiez glissé sous un bouquet de saules. Ils vous ont cru mort et ils ont averti la police de Belmont qui vous a amené ici. Pouvez-vous me dire ce que j'ai? Je n'en sais rien. Je n'ai découvert dans votre organisme aucune affection.
Semblable aventure vous est-elle déjà arrivée? Quelle aventure? De tomber dans le coma. Pas que je sache. Vous n'aviez pas de papier sur vous. Vous souvenez-vous de votre identité? Certainement. Je m'appelle Shepard Blaine. Et vous habitez ici, à Belmont? Non, nulle part. J'erre à l'aventure. Mais comment êtes-vous parvenu jusqu'à cette ville? Je ne me souviens plus. Écoutez-moi, docteur, je voudrais sortir d'ici. Mais je vous demande comme un service de rester. J'aimerais vous mettre en observation. Et mon voisin de lit, qu'est-ce qu'il a? Il semble dans un bien triste état. Un accident de la route. Il conduisait un vieux camion. Un pneu a éclaté en pleine vitesse dans l'un des virages, au-dessus du fleuve. Il était littéralement en morceaux quand on l'a amené ici. Et le pauvre, il n'a pas la moindre chance de s'en tirer. Mais vous devez avoir faim. Désirez-vous quelque chose? Volontiers. Je vais prévenir le service et je reviens. Buck. Est-ce vous, Buck? Buck, vous m'entendez? Dites à Finn. Finn, oui. Qui est Finn? Où habite-t-il? Buck! Oh. Docteur, venez vite. Qu'y a-t-il? Mon voisin, il ne respire plus. En effet, il est mort. Nous allons vous transférer à une autre chambre. Non, inutile. Je préfère m'en aller. Ah, mais pas question, je ne veux pas avoir votre mort sur la conscience. Vous pourriez retomber dans le coma et cette fois, on ne vous retrouverait peut-être pas. N'y a-t-il personne qui puisse s'occuper de vous? Un ami? Une relation? Non, je ne vois pas. Je me débrouillerai tout seul. Godfrey. Harriet. Comment diable avez-vous atterri ici? Nous vous avons cherché partout. On m'a trouvé sans connaissance sous un bouquet de saules. Alors, vous êtes retombé dans votre ancienne passion, hein? Vous aviez trop bu? Non, absolument pas. À peine un verre ou deux, pas assez pour... Tante Edna est folle d'inquiétude. Elle avait les plus sombres pressentiments. Vous connaissez cet homme? Il est de vos parents? Non, nous ne sommes pas parents, simplement amis. Sa tante Edna... Ne la faisons pas attendre davantage. Partons. Vous permettez, docteur? Oui, arrêtez-vous simplement au bureau d'entrée et demandez son bulletin de sortie. Oui. Je vais donner un coup de téléphone au préposé. Vous lui donnerez vos noms. Avec plaisir. Permettez-moi de vous remercier. Mais je vous en prie. Excusez-moi, docteur, si je ne vous ai pas dit la vérité, je n'en suis pas autrement fier. Nous avons tous nos moments de faiblesse. Au revoir, docteur. Au revoir. Et surveillez-vous. Allez vite, filons. Qui se trouvait dans votre lit? Un homme du nom de Riley. Riley? Oui, Riley, un chauffeur de camion. C'était l'homme que nous cherchions. Et c'est vous que nous avons trouvé. Bon, attendez-moi dehors, je vais le parler. Inutile, il est mort. Et son camion? En bouillie. Il a quitté la route en pleine vitesse. Godfrey, la machine. Quelle malchance. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Nous vous expliquerons tout. Mais d'abord, il faut sortir d'ici. Non, attendez. Avant de mourir, Riley a voulu me transmettre un message pour un certain Finn. S'agit-il du Lambert Finn qui travaillait comme nous à l'hameçon? Sans aucun doute. En quoi est-il mêlé à tout ça? Je croyais qu'il avait disparu un jour dans un état de démence furieuse. Lambert Finn est l'homme le plus dangereux qui soit au monde aujourd'hui. Ça vous va, ce motel? Oui, ça n'a pas l'air mal. Ne pensez-vous pas que nous devrions continuer un peu plus loin? Nous sommes à 15 kilomètres à peine de Belmont. Non, je vais y retourner cette nuit. J'aimerais voir le camion et m'assurer que la machine est réellement détruite. Voilà! Voilà! Soyez les bienvenus. Que puis-je pour vous? Auriez-vous 2 chambres? Nous avons ce qu'il vous faut. Continuez tout droit. Les numéros 10 et 11. Bien, merci. Le restaurant est tout de suite à gauche. Ah, je meurs de faim. Entrons. Je vous propose de boire un verre avant le dîner. Très bonne idée. Je vais voir ce qu'il y a dans le frigidaire. Hein?
Il y a tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que je vous sers à boire, Blaine? Un whisky sec avec des glaçons, s'il vous plaît. Ah, et moi, un doigt de brandy. À propos, Blaine, que vous est-il donc arrivé? Quand je suis revenue dans la ville où nous nous étions quittés près de la frontière, elle était en ébullition. Quelque chose d'épouvantable s'était passé. Je n'ai pu découvrir quoi, car j'ai dû filer sans demander mon reste. J'ai faussé compagnie au shérif et au limier de l'hameçon qui l'avait prévenu. Vous avez eu plus de chance que moi. Si vous ne m'aviez pas prévenu un certain soir au téléphone, je me serais laissé prendre comme un enfant. Et que vous est-il arrivé, Shep? J'ai été contaminé. Comme moi. Bon, vous n'allez pas rester debout, asseyez-vous. Ah oui? Votre whisky, Glenn? Merci. Tenez, Godfrey. Oui. Merci, Harry. Vous savez, Shep, j'ai été arrêté quelques instants à peine après avoir reposé le récepteur du téléphone. Ils m'ont conduit au camp de Baja, en Californie. Cette fabuleuse station balnéaire édifiée au milieu du désert. Nous y disposions de tout ce dont un homme peut rêver. Nourriture, boissons, femmes. Distractions de toutes sortes. Pêche, bain, chasse. Nos moindres désirs se trouvaient aussitôt exaucés. C'était des vacances sans fin dans une station balnéaire pour millionnaires qui nous étaient offertes par l'hameçon. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ah non, rien. Du moins la plupart d'entre nous. Mais il ne pouvait se permettre de laisser en liberté des hommes dont l'esprit avait été un tant soit peu aliéné, un tant soit peu dévié des modèles de comportement connus. J'imagine facilement comme on peut se lasser d'une telle existence. Ah oui, bien sûr. Mais il est dur, sinon stupide, de quitter un tel paradis pour mener une existence extrêmement précaire à l'extérieur. Rares sont ceux qui ont tenté de s'évader. Sauf vous-même. Et Lambert Finn. Ah oui, en effet. Lambert s'est évadé quelques années avant mon internement dans ce camp. Mais que peut faire un homme qui échappe à l'hameçon? Fuir sans cesse? Rejoindre nos rangs. Quel rang? Ceux des PK qui n'appartiennent pas à l'hameçon. Nous sommes nombreux, des millions sans doute, que partout l'on persécute, que l'on pourchasse, que l'on enferme dans des ghettos. Je sais. J'ai vu ce qui est en train de se passer. L'hameçon est devenu l'un des plus grands monopoles que le monde ait jamais connus. Mais il ne peut conserver sa suprématie que dans la mesure où des millions de gens sont contraints de passer par lui pour commercer avec les étoiles. Aussi a-t-il tout intérêt à abandonner les PK qui ne font pas partie de son organisation, à leur condition de bêtes traquées. Que voulez-vous faire? Casser le monopole de l'hameçon? Exactement. Il n'y a pas de doute que les PK extérieurs à l'hameçon possèdent des talents latents qui ne demandent qu'à être développés, et qui pourraient, après un entraînement convenable, leur permettre d'accomplir des exploits que l'hameçon lui-même ne peut plus réussir dans l'état actuel de son organisation. En somme, vous voulez montrer au monde que la parakinésie est une faculté humaine et non une exclusivité de l'hameçon. Oui. Que, à la limite, chacun pourrait développer en soi cette faculté pour le plus grand bien de l'humanité. Oui. Oui, pour le plus grand progrès de l'humanité. Comme le faisait l'hameçon à ses débuts, et non comme il le fait maintenant pour la stricte satisfaction de ses visées commerciales. Mais alors seulement le public acceptera les PK au lieu de les persécuter. Il les encouragera au lieu de les pourchasser. Et ce jour-là, Shep, l'homme aura fait un grand pas en avant. Ça exigera du temps. Beaucoup de temps. J'ai déjà commencé une action. J'ai formé un groupe de PK, appelez-les des résistants, des cadres, comme vous voudrez, qui mettent au point les plans et les expériences qui montreront ce que peuvent faire des parakinésistes non inféodés à l'hameçon quand ils recherchent le bien de l'homme. Et votre groupe est dans la ville de Pierre. Oui. C'est donc ça que vous aviez en tête dès le début. Me demander mon concours. Est-ce mal? Non, bien sûr. Auriez-vous accepté si je vous avais mis au courant chez Charline? Je n'en sais rien, Harriet. Honnêtement, je n'en sais rien. Je n'avais pas vu ce qui se passait aux États-Unis. Shep, j'ai besoin de vous. Il s'agit d'un travail indispensable. L'hameçon ne peut être le seul lien qui unisse l'homme aux étoiles. Je suis avec vous.
Eh bien, puisque ce point est réglé, allons dîner? Non, s'il vous plaît, allez-y sans moi. Je dois réfléchir. Bon, venez, Blaine. Laissons-le ruminer à son aise. Vous souvenez-vous, Blaine, de la première fois où vous m'avez emmené au restaurant? Vous m'avez offert une rose. C'est vrai, je m'en souviens. Le steak bleu, c'est pour qui? Pour madame. Tiens. Merci. Dites-moi, Harriet, dans quelle mesure Finn intervient-il dans cette histoire? Que savez-vous de Finn? Pas grand-chose, il a quitté l'hameçon avant que j'y entre. Hein? J'ai entendu parler de lui. On racontait qu'il était rentré d'une exploration dans un état démentiel. Sans doute a-t-il été traumatisé par ce qu'il a vu. C'est exact. Depuis ce moment, il parcourt les États-Unis en prédicateur. Et que prêche-t-il? Il vomit l'enfer et le souffle. Il clame que les étoiles sont maudites, que l'homme doit demeurer sur la terre, que l'esprit du mal est dans l'espace, et que ce sont les pécats qui ont ouvert les portes de l'enfer. Et les gens avalent ces fariboles? Ils s'y vautrent jusqu'au cou. Comme ils n'ont pas accès aux étoiles, ils se réjouissent d'apprendre qu'elles sont le théâtre des pires turpitudes. Et pour Finn, les pécats sont évidemment des esprits du mal, des loups-garous, des croque-mitaines. Oui, des sorciers, des suppôts de Satan qu'il faut exterminer. Cet homme est un charlatan. Pas le moins du monde. Finn est aussi convaincu que l'homme n'a rien à faire dans les étoiles que Godfrey est persuadé qu'il y trouvera son salut. Et tous deux combattent l'hameçon. Godfrey veut détruire le monopole. Finn va plus loin. C'est la parakinésie qu'il vise. Il veut la balayer de la terre. Et Finn n'a cessé de combattre Stone. Oui. Car il considère que Godfrey est le seul homme qui soit capable de faire rendre aux pécats la place à laquelle ils ont droit. S'il le peut, il le détruira. Mais vous ne semblez pas inquiète. Godfrey n'est pas inquiet. Bon. Si vous avez fini... Vous ne voulez pas de dessert? Non. Non, merci. Allons rejoindre Godfrey. Volontiers. Passez, je vous en prie. Chef! Oh, Godfrey! Ne regardez pas, Harriet. Il a le crâne enfoncé par un coup d'une violence inouïe. C'est Finn. Il a payé un tueur. À moins qu'il ne s'agisse d'un volontaire. L'un de ses disciples fanatiques. Qu'allons-nous faire? Appeler la police? Non. Non, nous ne devons pas être mêlés à cette histoire. C'est exactement ce que désirent Finn et sa bande. Je vous parie que quelqu'un a déjà téléphoné à la police. Pour nous prendre sur le fait? Pour prendre sur le fait quiconque accompagnait Godfrey et lui faire endosser le crime. Écoutez, Shep, je suis maintenant certaine que Finn se trouve à Belmont. Il doit y préparer quelque chose d'important. Il y a eu Riley et son camion. Et Godfrey. Il ne faut pas que la police trouve son corps dans cette pièce. Amenons la voiture de l'autre côté du bungalow et faisons sortir le corps par la porte de derrière. Mais Finn et sa bande ont probablement posté un guetteur et dans ce cas, nous serions pris sur le fait. Alors je ne vois pas comment. Si. Attendez. N'y a-t-il pas dans les environs une ville qui s'appelle Hamilton? Oui, à 1 ou 2 kilomètres d'ici, sur le bord du fleuve. Le téléphone. Je connais quelqu'un qui peut nous venir en aide. Fait-il nuit dehors? Ils auront besoin de l'obscurité. Il faisait quasiment nuit quand nous avons quitté le restaurant. Allô? Anita Andrews est-elle là, s'il vous plaît? Oh, Anita, c'est vous! Ici, Shepard Blaine. Vous vous souvenez? J'accompagnais l'homme au fusil, l'homme aux balles d'argent. Anita,
Vous m'avez dit que si j'avais besoin d'aide... Eh bien, j'ai besoin d'aide en ce moment. Non, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Venez vite avec quelques-uns de vos camarades. Motel Plainsman, Bungalow 10. Merci, Anita. Ils seront là dans quelques minutes. Ils vont emporter Godfrey? Mais comment? Ils se feront prendre aussi. Non, ce sont des lévitateurs. Ils volent. Où les avez-vous rencontrés? Sur la route, ils ont foncé sur nous un soir, histoire de chahuter. Riley avait un fusil. Riley? Mon voisin d'hôpital, vous vous souvenez, celui qui est mort. Il avait eu un accident. Évidemment que je me souviens. Godfrey et moi, nous l'attendions. Godfrey avait loué ses services. Il était en retard. Mais Shep, vous étiez donc avec lui? Mais comment se fait-il? Je faisais de l'autostop. Mais quand j'y repense, ce n'est pas pour Godfrey qu'il a tenté de me transmettre un message, mais pour Finn. Ce qui veut dire qu'il vous trahissait. Et ce qui confirme la présence de Finn à Belmont. Ah, Godfrey a dû s'en rendre compte lorsque vous nous en avez parlé à l'hôpital. C'est sûrement pour cela qu'il a voulu rester seul un moment, afin de réfléchir aux conséquences de cette trahison. Shep, nous devons absolument découvrir ce que Finn prépare. Que transportait Riley dans son camion? Une machine stellaire, la clé du monopole dont jouit l'hameçon. S'agit-il du modèle en usage à l'hameçon qui nous permet d'accéder aux étoiles? Oui, mais un modèle ancien. Godfrey s'était arrangé, je ne sais comment, pour l'obtenir, et il voulait la faire transporter à la ville de Pierre. C'est pourquoi il avait loué les services de Riley. Évidemment, les machines stellaires constituent la clé du monopole dont jouit l'hameçon. Il est incroyable que Godfrey ait réussi à en dérober une, même ancienne. Shep, la police. La porte de service. Courons vers le fleuve. Nous nous cachons dans les failles. C'est Anita. Il était temps. Anita, un de nos amis a été tué ici. Il faut que vous l'emportiez avant que la police arrive. Vous devez me faire confiance. Et où est le corps? Là. Oh, venez vous autres, vite! Il faudra voler bas si nous voulons que nos silhouettes ne se détachent pas dans le ciel. Tu as raison. Allez, aide-moi, Nicolas. Oui. Allez, maintenant, en route. Tu viens, Anita? Oui, je vous rejoins. Partez. Un jour, vous m'expliquerez, chef. Oui, je vous expliquerai. Et merci. À votre disposition. Il faut que nous restions unis, nous autres PK, sans quoi ils nous écraseraient. Au revoir, chef. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Et maintenant, asseyez-vous, Harriet. Gardez une attitude aussi naturelle que possible. Soyons détendus, indifférents. Nous bavardions de choses et d'autres, Godfrey nous a tenu compagnie un moment, mais un visiteur s'est présenté et Godfrey a dû l'accompagner à la ville. Nous ne connaissons pas son identité. Godfrey devait être de retour dans 1 heure ou 2. Entendu. Je ne pense pas que nous ayons tellement donné le change aux policiers. C'est peut-être vrai, mais ils ont fait chou blanc. Ils n'ont rien découvert de suspect. J'ai bien cru un moment qu'ils allaient tout de même nous arrêter. Moi aussi. Mais vous aviez une telle façon de vous moquer d'eux gentiment. Nous pourrions peut-être découvrir ce que Finn prépare en interrogeant le patron du bar de cet hôtel. Ah, vous avez raison. Entrons. C'est sans doute le seul établissement qui soit encore ouvert dans toute la ville de Belmont. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous prenez, Harriet? Une bière. 2 bières. Pression? Oui, pression. Les affaires sont plutôt calmes ce soir, hein? À part nous. C'est bientôt l'heure de la fermeture. Les gens ne traînent pas les rues. Sitôt que la nuit tombe, ils se calfeutrent chez eux. Ah. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde en ville cet après-midi.
Il se prépare quelque chose? Comment, mais vous ne savez pas? Non, nous sommes arrivés il y a quelques heures seulement. Lemberfin en personne est ici, à l'hôtel. Ah. Il organise une série de grandes manifestations. Ah, il faut pas manquer ça, c'est moi qui vous le dis. Il paraît qu'il va déchaîner toutes les foudres de l'enfer sur les Pékins. Bon, je suppose qu'ils ne doivent pas être très nombreux dans une ville telle que la vôtre. Ah, dans la ville même, non, il n'y a pas de danger. Mais à Hamilton, une bourgade sur le fleuve, à quelque distance d'ici, c'est tout Pékin et compagnie. Autrefois, on les parquait dans les quartiers pauvres des villes. À présent, on les isole en pleine campagne, dans les régions les moins riches. Tant qu'ils se conduisent correctement, nous les laissons tranquilles. Mais nous savons les trouver, si leur prenait fantaisie de se distinguer. Ils n'ignorent pas. Bon, allez, assez causé, il faut que je ferme. Mais je ne veux pas vous chasser, hein. Si vous voulez un autre verre, vous avez juste le temps. Non, non, merci. Tenez. Gardez la monnaie. Je vous remercie, monsieur. Bonsoir. Maintenant, écoutez-moi bien, Harriet. Vous allez rejoindre votre groupe à Pierre et vous y attendrez mes instructions. Mais je ne veux pas vous... Mais il n'y a pas de mais. J'ai besoin de vous là-bas. Non, j'irai. Mais qu'allez-vous faire? Je vais parler à Finn. Il faut absolument que nous sachions quel genre de manifestation il prépare pour pouvoir y parer. Minute, mon vieux. Je dois voir Finn de toute urgence. Il ne reçoit personne. Voudriez-vous lui remettre un message? À cette heure de la nuit, vous plaisantez. Hein? Dites-lui simplement que je viens de la part de Stone. Mais Stone... Bon, attendez-moi ici, je vais lui demander. Ne bougez pas, je dois vous fouiller. Allez-y. Non, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous êtes Finn? Lambert Finn. Votre nom est Shepard Blaine et je n'ignore rien de ce qui vous concerne. Dans ce cas, vous savez que j'ai l'intention de vous tuer un jour ou l'autre. Je le sais en effet. Ou du moins, je le soupçonne. Mais ce soir, vous n'avez rien à craindre. Et c'est pour me dire ça que vous êtes venu me voir? C'est curieux, mais pour le moment, je ne vois aucune autre raison. Ne serait-ce pas pour me proposer un marché? Pas le moins du monde. Il n'est rien que je désire que vous puissiez me donner. Peut-être, monsieur Blaine. En revanche, vous détenez des renseignements que je serais prêt à payer un bon prix. Lesquels, par exemple? Vous avez été mêlé à l'enlèvement de la machine stellaire. Vous pourriez me révéler les buts et les mobiles de l'opération? Cela vous coûterait cher. Extrêmement cher. Je suis prêt à payer. Mais n'oubliez pas que vous courez tout nu avec l'hameçon à vos talons et que l'hameçon ne renonce jamais. Dans l'état actuel des choses, vous n'avez pas la moindre chance. Vous parlez de moi personnellement ou de tous les ennemis de l'hameçon en général? Vous, par exemple. Je parle de vous personnellement. Vous connaissez Harriet Quimby? Très bien. C'est un espion de l'hameçon. Vous êtes ignoble. Réfléchissez une seconde. Je crois que vous serez de mon avis. Alors, que décidez-vous? Vous acceptez mon offre? Non. Mais j'échange mon esprit contre le vôtre. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de moi? Vous êtes une chose. Vous n'êtes plus rien qu'une chose. Vous n'êtes plus Finn. Désormais, vous n'êtes humain que partiellement. Vous détenez une partie de mon esprit et une partie d'une entité que j'ai découverte à 5000 années-lumière d'ici, et que cette peste vous étouffe. Vous êtes un monstre. Si vous voulez. Maintenant, il faut que je parte. Vous allez m'accompagner jusque dans la rue, le bras passé autour de mon épaule comme un vieil ami. Sinon, je ferai en sorte que l'on sache ce que vous êtes devenu. Non, vous ne pouvez... Si, je dirai exactement ce que vous êtes devenu. Et vous ne pouvez vous permettre de laisser le moindre soupçon de sorcellerie entacher votre réputation d'implacable réformateur. Ce serait la fin de votre carrière.
C'est bon. Je vous accompagne. La petite ville d'Hamilton rêvait au bord du fleuve. Blaine en remontait la rue principale. Quelques hommes étaient assis sur le perron de ce qu'il prit pour un grand magasin. Bonjour, messieurs. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver un certain Andrews? C'est moi. Je voudrais vous parler. Nous vous écoutons. Il n'y a pas de secret entre nous. Je m'appelle Shepard Blaine. Nous savons qui vous êtes. Voici Thomas Jackson. Salut. Heureux de faire votre connaissance. Mais vous êtes venu pour nous dire quelque chose? Oui, j'ai bien peur de vous apporter de fâcheuses nouvelles. Vous connaissez un homme du nom de Finn? Nous le connaissons. Je lui ai parlé la nuit dernière. J'ai découvert une chose qu'il n'avait pas la moindre intention de me faire connaître. Il a réussi à créer une organisation secrète parmi les adolescents parakinésistes. Ceux-ci doivent organiser une série de démonstrations de parakinésie pour la veille de la Toussaint. Bien entendu, aucun d'entre eux ne sait que Finn est derrière tout cela. Mais la Toussaint, c'est dans 2 jours. Vous voulez dire que demain soir, ces gosses vont s'amuser à jouer les sorcières, forcer les portes, déplacer les voitures, secouer les immeubles. Exactement. On leur a dit que cette fête antique était l'occasion rêvée de faire la preuve de leurs pouvoirs paranormaux. Mais pour les victimes de ces farces, il ne s'agira pas d'un simple divertissement. Elles y verront le déchaînement de toutes les puissances des ténèbres. On ne parlera le lendemain que d'entrailles pendant aux clôtures, d'hommes à la gorge tranchée, d'enfants enlevés. Et ce sera le prélude à une réaction féroce contre nous. Mais comment avez-vous découvert cette machination? Il aurait fallu que vous fussiez son complice pour que Finn consente à vous mettre dans le secret. J'ai échangé mon esprit contre le sien. C'est une technique que j'ai apprise dans les étoiles. Je lui ai donné un double de mon esprit et j'ai pris en échange une réplique du sien. Il m'est impossible de vous expliquer le procédé, mais c'est dans le domaine des choses réalisables. Il faut faire l'impossible pour détourner ces gosses de cette folle aventure. Avez-vous un moyen de les avertir? Oui. La télépathie. Par téléphone. Alors, appelez tous ceux que vous connaissez. Demandez-leur de passer le mot d'ordre. Organisez une chaîne de communication. Il est impossible de les atteindre tous. Vous pouvez toujours essayer. Nous ferons l'impossible. Mais quoi? Vous ne pouvez demeurer ici. Finn et l'hameçon sont à vos trousses. Ils se douteront que vous êtes venus chercher asile chez nous. Nous sommes désolés, mais si vous veniez à être découvert... Très bien. Pouvez-vous me prêter une voiture? Trop dangereux, non? Le numéro minéralogique permettrait de remonter jusqu'à nous. Que me reste-t-il? Les collines. Ah oui, les collines. Nous allons vous donner des provisions et vous pourrez revenir quand le tumulte sera apaisé. Nous serons heureux de vous accueillir. Je vous en suis reconnaissant. Qui va là? C'est moi. Oh, je viens d'apprendre. C'est une honte. Oh, Anita. J'avais bien cru apercevoir une ombre rapide dans le ciel. Oh, vous qui étiez venu pour nous aider. Ça n'a pas d'importance. Je comprends leur point de vue. Ils ne peuvent courir de risque. Mais Shep, pourquoi ne nous permettons pas d'entrer à l'hameçon? Comment ça? Mais quelques-uns d'entre nous ont écrit. Ils ont reçu des formules de demande d'emploi, rien d'autre. Nous les avons remplies et postées. Et depuis, pas de nouvelles. Les postulants à l'hameçon sont des milliers. Mais pourquoi ne font-ils pas droit à nos demandes? Ils pourraient bien nous donner un emploi à tous. Mais nous donner asile à l'hameçon. Écoutez-moi, Anita. L'hameçon n'a que faire de gens comme vous. L'hameçon n'est pas ce que vous pensez. Il a bien changé. Il est devenu une entreprise commerciale. C'est une firme où on dresse des bilans, on établit des comptes de profits et pertes. Seuls les chiffres comptent pour elle. Mais alors, qu'allons-nous devenir? Il nous faut mener notre propre combat. Mettre un terme aux machinations de Finn et de ses semblables. Déjouer le complot de Toussaint. Mais c'est justement à ce propos que je voulais vous voir. Les résultats sont décevants. Les appels téléphoniques. Nous avons pu en passer 2, à Détroit et à Chicago. Mais il a été impossible d'obtenir New York et Denver.
Il est incroyable que Finn ait pu s'assurer une emprise aussi complète sur le pays. Complète? Non. Mais des agents au point stratégique surveillent nos colonies. Nous ne procédons pas à plus d'un appel longue distance par mois. Quand les gens à la solde de Finn se sont aperçus que 3 communications avaient été demandées en moins d'un quart d'heure, ils ont pris des mesures pour nous isoler. Alors, nous avons pris peur et abandonné. Abandonné? Vous ne pouvez pas abandonner. Nous avons recours aux télépathes à longue distance, mais ils sont peu nombreux et peu entraînés. Il reste peut-être une chance. La ville de Pierre est-elle loin d'ici? À 50 kilomètres. Si vous pouvez attendre la nuit, quelques-uns d'entre nous pourront vous y conduire par la voie des airs. En plein jour, c'est trop risqué. J'irai à pied. La voie fluviale serait plus rapide et plus sûre. Savez-vous diriger un canoë? Oui. Mon cousin en a un. Je vais vous montrer où il se trouve. Blaine donna un coup de pagaie pour diriger son esquif vers la rive. Le canoë se renversa en projetant Blaine dans l'eau. Glissant, trébuchant, Blaine se fraya un chemin parmi les branches, vers la terre ferme. C'est seulement en quittant l'eau qu'il s'aperçut qu'il se trouvait sur une petite île couverte de saules. Il chercha l'entité dans son cerveau, mais ne la trouva pas. Il comprit qu'il ne la trouverait plus jamais, car elle s'était fondue en lui. Désormais, il était seul à prendre des décisions, en vertu des pouvoirs entiers de l'être qu'il était devenu. Il fouilla dans le bric-à-brac de sa mémoire et découvrit un catalogue des milliers de planètes que l'entité rose avait visitées. Il consulta le catalogue et découvrit la planète qu'il cherchait. Une planète hospitalière où il pouvait emmener son corps. Il vérifia à 2 reprises les coordonnées, les grava dans son esprit, puis échafauda le diagramme général. Lentement, point par point, il exécuta le programme. Et le soleil était chaud sur son corps. Il était étendu la face contre terre. Et au-dessous de lui, il y avait du gazon et la senteur de l'herbe et du sol. Il se retourna et s'assit. Il retint sa respiration. Il se trouvait au paradis. Le soleil avait franchi le zénith et s'abaissait déjà à l'horizon lorsque Blaine revint à Hamilton. Il remonta la rue principale. Toute la population d'Hamilton était là. Il vit sur les marches du perron les 3 mêmes hommes qu'il avait vus la dernière fois. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons entendu venir. Je ne suis pas allé à Pierre. J'ai essayé de m'y rendre pour trouver du secours, mais j'ai été pris par la tempête sur le fleuve. Les hommes de Finn ne se sont pas montrés. C'est inquiétant. Ils auraient dû tout fouiller de fond en comble pour vous retrouver. Ils ne tiennent peut-être pas à me retrouver. Peut-être n'êtes-vous pas ce que vous prétendez. Oh, allez au diable! J'étais à 2 doigts de mourir pour vous, débrouillez-vous tout seul.
Chef, il n'y a pas que. Il y a les autres. Oui, nous sommes là. C'est vrai, Anita, il y a les autres, tous les autres. Et il y a vous. Oui, nous sommes là. Oui, vous avez échoué, mais vous avez essayé, cela suffit. Je n'ai pas échoué. J'ai découvert un endroit où vous n'aurez plus rien à craindre. Un nouveau monde. Quel genre de monde? Une autre planète. Un monde comparable à ce qu'on trouve de mieux sur la Terre. Je viens à peine d'en revenir. Mais nous vous avons vu descendre la colline. Mais taisez-vous. Laissez-le parler. J'ai trouvé un moyen. J'ai subtilisé une formule, enfin, appelez ça comme vous voudrez, qui permet de se rendre aux étoiles, corps et âme, sans machine. Je suis allé dans les étoiles la nuit dernière. J'en suis revenu ce matin. Vous pouvez nous y conduire? Oh, je n'aurai pas à vous y conduire. Vous pouvez vous y rendre vous-même. Alors, dites-nous comment faire. Pourrons-nous emporter des bagages? Pas beaucoup à la fois. Un sac à dos, une fourche, une hache. Mais nous aurons besoin de vêtements, de semences, de provisions. Vous pourrez revenir autant de fois qu'il vous plaira. Enseignez-nous le procédé. Il reste un point à régler. Y a-t-il parmi vous des télépathes à longue distance? Il y a moi, il y a Myrtle que vous voyez là-bas, Oui. il y a Jim qui se trouve dans la foule. Bon, il faudra que vous passiez le mot au plus grand nombre de gens possible. Ils feront de même de leur côté. Nous devons ouvrir toutes grandes les portes de notre planète. Oh, vous n'avez qu'à nous montrer la façon de procéder. Attention, je commence. Voici les coordonnées de la planète sur laquelle nous allons nous rendre. Et comment on procède pour y arriver. Bonsoir. Est-ce que Finn est là? Il vous recevra pas, il a expulsé tout le monde en disant qu'il voulait dormir. Il a passé un dur moment. J'ai jamais vu un homme aussi touché. C'est sûrement un coup de cette maudite magie. Quand vous l'avez vu il y a 2 jours, il allait bien. Oui, j'ai rien remarqué d'anormal. C'est après votre départ qu'il m'a paru tout changer. Si vous aviez vu son regard, on aurait dit qu'il avait été blessé de l'intérieur. Que diriez-vous si nous jetions un petit coup d'œil dans sa chambre? S'il dort, nous n'insisterons pas. Dans ce cas, j'y vois pas d'inconvénient. Vous êtes son ami après tout. Je vais entrer le premier pour voir s'il dort. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est tranché la gorge avec son rasoir. Ne bougez pas de là, je vais appeler la police. Oh mon Dieu. Avez-vous jamais vu un pareil spectacle? Asseyez-vous, tâchez de vous calmer, je reviens tout de suite. Harriet, que faites-vous là? Je vais voir Finn. Partez vite. Non. Auparavant, je veux l'abattre comme un chien. Inutile, il est déjà mort. Il faut fuir la ville au plus vite. Ma voiture est juste au coin de la rue. C'est vous qui l'avez tué? Après tout, je pense que vous pouvez le dire. Enfin, chef, de 2 choses l'une. Vous l'avez tué ou C'est vous bon, je l'ai tué. J'avais mes raisons. Mais vous? Il a fait tuer Godfrey. Vous étiez amoureuse de Godfrey? Oui. Le désir de le venger me soutenait. Qu'allez-vous faire maintenant? J'ai un reportage à écrire. Votre journal l'imprimera-t-il? Je ne sais pas, mais il faut que je l'écrive. Je vais me rendre à New York. Vous n'y pensez pas. Vous allez rentrer à l'hameçon. La mort de Finn va déclencher une horrible répression contre les paranormaux. Même une télépathe mineure comme vous... Sachant cela, vous l'avez néanmoins tué? Je ne l'ai pas vraiment tué, Harriet. Je suis allé lui proposer un marché. Il avait organisé une manifestation pour ce soir qui allait susciter une série de nouvelles violences contre les PK. J'avais trouvé un moyen pour les emmener hors de la Terre. Je voulais donc lui offrir de le débarrasser de tous les PK, à condition qu'il m'accorde un délai d'1 semaine ou 2. Vous m'avez pourtant dit que vous l'aviez tué. J'ai échangé mon esprit contre le sien. Il n'a pu supporter cette souillure. C'est ça qui l'a tué. Oh. Racontez-moi, Blaine, racontez-moi. Nous sommes arrivés à arrêter le moteur. Oh, quel silence. Ils sont tous partis. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à les suivre? Non. Un jour, peut-être. Dans quelques années. Lorsque j'aurai retrouvé tous les groupes de PK qui se trouvent disséminés à travers les États-Unis. Vous serez mort avant. Les hommes de Finn... Si le danger devient trop pressant, je partirai. Vous me le promettez? Bien sûr, je n'ai rien de héros.
Quant à vous, vous allez rentrer à l'hameçon par le premier avion qui quittera l'aéroport de Pierre. Mais vous aurez besoin de la voiture. Les rues d'Hamilton en sont pleines. Ils n'ont pas pu les emporter avec eux. Vous entendez? Mais pourquoi descendez-vous, Blaine? Vite, Harriet, partez. N'allumez pas vos phares, prenez par la colline. Vous rejoindrez l'autoroute par le nord. Qu'est-ce qui vous prend? C'est une patrouille qui arrive, ils savent que Finn est mort. Qu'allez-vous faire? Je vais me cacher quelque temps dans les collines. Partez. Au revoir, chef. Dépêchez-vous, Harriet. Et merci infiniment. Merci pour tout. Shep. Anita. Oh, je n'ai pas voulu partir sans vous. Je savais que vous reviendriez. Anita, chère petite sotte. En haut de la colline, une voiture nous attend. C'est moi qui l'y ai amenée dès la nuit tombée. Allons-y. Ils mettent le feu au village. Ils tirent sur des ombres. Il ne reste plus personne. Pas un chien, pas un chat. Les enfants ont tenu à les emmener. Ils vont avoir ce qu'ils demandaient. Une planète pleine de gens normaux. Et l'hameçon qui nous a fermé ses portes ne trouvera plus personne à recruter. Il disparaîtra aussi. Anita, existe-t-il vraiment des loups-garous? Oui. Vos loups-garous sont là-bas, dans la ville. Dans la série des émissions dramatiques de science-fiction, vous avez pu écouter Le pêcheur de Clifford D. Simak, adaptation radiophonique de Catherine Bourdet, avec Jean-Pierre Aumont dans le rôle de Shepard Blaine et Evelyne Dandry, Harriet Quimby, Bernard Jousset, Lambert Finn, Jean-Marie Ferté, Godfrey Stone, Harry Krimer, Kirby Rand, Agathe Nathanson, Anita Andrews, Olivier Husneau, Buck Riley, Jean Gras, le shérif, Gérard Thirion, l'entité rose, avec Geneviève Brunet, Annie Dana, Ginette Franck, Annick Corrigan, Roger Brett, Maurice Bourbon, Philippe Coipel, Jacques Maire et Roland Ménard, le récitant. Bruitage Louis Amiel, chef opérateur du son Madeleine Sola, collaboration technique Claude Massé, assistante Jocelyne Pruvot.